En quelques jours, le cobalt triple et les cargos s'immobilisent. Derrière des décisions dites techniques, l'Europe découvre sa dépendance, tandis que des permis gelés déplacent la négociation vers la valeur ajoutée. Que vaut votre sécurité économique quand Ibrahim Traoré rend l'accès conditionnel, sans proclamation, seulement par la règle appliquée autrement? Le choc ne vient pas d'un sommet spectaculaire, il vient d'un communiqué bref, d'un calendrier repoussé, d'assureurs qui renégocient, de ports soudain silencieux et d'industries qui réalisent qu'elles vivaient sur lui, sur l'inertie, pas sur la maîtrise. Ce récit ne cherche pas l'effet spectaculaire, mais la compréhension durable d'un basculement discret. L'enjeu est simple à formuler et difficile à mesurer. Comment des décisions administratives présentées comme neutres ont-elles modifié des rapports économiques que l'on croyait stabilisés depuis des décennies? Pour le lecteur, le bénéfice est immédiat. Apprendre à lire l'Afrique de 2025 sans angles morts analytiques, en distinguant les gestes symboliques des mécanismes réellement opérants. Lorsque des corridors d'exportation se figent, que des permis sont suspendus et que des chaînes de valeur se déplacent, les repères hérités cessent de fonctionner. Les États perdent des marges de manœuvre qu'ils pensaient acquises. Les entreprises révisent leur modèle de risque. Les citoyens subissent des effets différés que les discours rassurants ne compensent pas. Ce qui se joue dépasse la conjoncture. Il s'agit d'une redéfinition silencieuse des règles implicites du marché mondial, où l'aide, le partenariat et la stabilité changent de sens lorsque les fournisseurs reprennent la main sur les conditions. Une question guide la suite. Comment un système réputé solide a-t-il révélé, en si peu de temps, sa vulnérabilité structurelle? Le signal n'a pas pris la forme d'un discours, mais d'un chiffre brutal. En 2025, le prix du cobalt triple en quelques jours sur le London Metal Exchange, révélant une dépendance que beaucoup estimaient maîtrisée. Ce mouvement apparemment technique indique qu'un fournisseur peut désormais réécrire les conditions de sa participation à l'économie mondiale sans rupture déclarative. Pour comprendre cette secousse, il faut revenir à l'architecture qui l'a rendue possible. Pendant des décennies, les accords commerciaux européens ont organisé un échange asymétrique présenté comme coopératif. L'Afrique fournissait les ressources. L'Europe définissait les routes, les normes et les clauses. Les préférences tarifaires donnaient une impression d'équilibre, mais chaque préconditionnel, chaque contrat d'extraction et chaque dispositif monétaire ajoutait un degré de dépendance supplémentaire. Les monnaies arrimées à l'euro, les exigences imposées aux banques locales et l'afflux d'importations à bas coût ont freiné l'émergence d'industries capables de transformer la valeur sur place. Ce système paraissait stable parce qu'il reposait sur l'inertie. Tant que les flux ne s'interrompaient pas, les courbes restaient lisses et les bilans rassurants. Pourtant, sous cette surface, les fissures s'élargissaient. Dans le Sahel, le bassin du Congo et la Corne de l'Afrique, une génération de décideurs a commencé à poser une question simple, sans manifeste idéologique. Pourquoi un continent riche en minerais, en terres et en énergie accepterait-il des règles façonnées ailleurs? C'est dans ce climat qu'Ibrahim Traoré devient un repère analytique, non comme figure isolée, mais comme symptôme d'un tournant partagé. Sa formule sur la liberté qui commence dans l'esprit cesse d'être une phrase pour devenir une méthode politique, traduite en décisions administratives. Des pays aussi différents que le Mali, le Ghana ou la Namibie engagent en des ruptures qui se répondent, révélant une logique commune. Lorsque des cargos s'arrêtent et que des permis sont suspendus, le doute initial trouve une première réponse.
Ce qui semblait un ajustement ponctuel marque le début d'un déplacement durable du pouvoir économique, mesurable, coordonné et désormais visible. Pour saisir le basculement, il faut quitter les déclarations générales et suivre les acteurs qui ont transformé une intuition diffuse en procédure concrète. Le changement n'est pas venu d'un sommet spectaculaire, mais de salles de réunion modestes où des équipes techniques ont relu des clauses longtemps considérées comme intouchables. Des ministres des Finances, des juristes et des régulateurs ont découvert que le levier réel n'était ni idéologique ni rhétorique, mais administratifs, inscrits dans des formulaires, des calendriers et des autorisations. Un premier cas l'illustre clairement. Au Mali, la suspension de permis miniers détenus par des groupes étrangers n'a pas seulement interrompu des opérations. Elle a montré que la souveraineté pouvait s'exprimer par un document gelé et une échéance repoussée. En quelques heures, des partenaires internationaux ont demandé des clarifications, signal révélateur que l'autorité effective résidait dans la règle appliquée, non dans le discours public. Un second cas confirme cette logique. Au Ghana, l'interdiction d'exporter de l'or non raffiné a déplacé la négociation vers la chaîne de valeur. Les acheteurs étrangers ont dû réviser leurs marges et leurs délais, tandis que les autorités locales ont posé la transformation sur place comme condition minimale. Là encore, aucune mise en scène. Une décision technique aux conséquences stratégiques immédiates. Ces exemples dessinent un même fil conducteur. Le pouvoir se déplace lorsque les cadres hérités cessent d'être appliqués mécaniquement. Les impacts initiaux restent discrets, mais ils modifient les attentes et les comportements. Quand la règle change, l'équilibre suit. Avant le basculement, les échanges suivaient une routine éprouvée. Les cargaisons partaient selon des calendriers prévisibles, les permis se renouvelaient presque automatiquement, et les discussions commerciales se limitaient à des ajustements marginaux. Les marchés lisaient ces flux comme des constantes, intégrées dans les modèles de risque. Puis, en quelques semaines, cette normalité a cédé, non sous l'effet d'un choc unique, mais par une accumulation de décisions administratives formulées dans un langage neutre. Tout a commencé sans fracas, lorsque l'activation s'est faite discrètement. Des gouvernements ont suspendu des permis, exigé des audits contractuels ou conditionné les exportations à des capacités locales de transformation. Pris isolément, chaque geste paraissait technique. Ensemble, ils ont créé un effet de seuil. Les cargaisons se sont figées. Les assureurs ont demandé des renégociations. Les délais se sont allongés. L'ancien système a montré qu'il dépendait moins de contrats réputés solides que de l'habitude de ne pas les contester. Ce glissement progressif a déplacé la négociation du prix vers la règle, puis de la règle vers le pouvoir. Le pic de la séquence est arrivé lorsque ces décisions n'ont commencé à se répondre d'un pays à l'autre. La République démocratique du Congo annonce qu'aucun cobalt ne quittera le territoire sans capacité de raffinage africaine. Le communiqué est bref, presque administratif. L'impact, lui, est immédiat. En quelques jours, le prix mondial du cobalt triple. Les fabricants européens ralentissent donc leurs lignes. Les ports méditerranéens se vident. Ce qui était présenté comme un ajustement local devient un choc global. Les marchés découvrent que la dépendance n'était pas théorique mais structurelle, concentrée sur des points de passage non substituables à court terme. Dans cette phase de tension maximale, d'autres États suivent des logiques parallèles. Le Nigeria propose des mécanismes de paiement alternatifs, contournant l'euro sans confrontation ouverte. La Namibie exige une participation nationale majoritaire pour toute nouvelle extraction. Le Ghana verrouille l'exportation de l'or non transformé. Aucun de ces actes n'est spectaculaire pris seul. Leur synchronisation, en revanche, brise un modèle qui fonctionnait par coutume plus que par loi. Les acteurs extérieurs comprennent que l'exception devient la règle. C'est dans ce moment que la figure d'Ibrahim Traoré
prend d'une valeur de repère analytique. Non comme chef d'orchestre unique, mais comme voix qui assume publiquement ce que d'autres mettent en œuvre discrètement. Lors de prises de parole mesurées, il affirme que l'Afrique ne cherche pas la rupture, mais la cohérence. Ces mots donnent une lisibilité politique à une série de décisions techniques déjà en cours. Le message circule, les règles peuvent être renégociées sans déclaration de guerre économique. Les répliques se font alors sentir en Europe. Les réunions d'urgence se multiplient. Les techniciens parlent d'ajustements temporaires, mais les chaînes d'approvisionnement n'ont plus de marge tampon. Chaque cargaison manquante devient une faille. L'automobile, l'électronique et l'énergie évoquent des risques de baisse de production. Une inquiétude diffuse s'installe. La prospérité dépend désormais d'autorisations extérieures. La séquence se referme provisoirement sur une évidence. Ce qui a commencé comme une série de gestes administratifs s'est transformé en un tournant systémique, méthodique et coordonné. Le point de départ des CLEDAP est clair. Avant les restrictions, les flux miniers africains alimentaient l'industrie mondiale sans interruption majeure. Après les décisions successives, une seule variable déplacée a suffi à exposer la fragilité de l'ensemble. Le passage d'un flux continu à une conditionnalité explicite a transformé des données routinières en signaux de rupture mesurables, lisibles et comparables. Regardons d'abord un premier repère chiffré, le cobalt, lorsque la République démocratique du Congo annonce que l'exportation sera conditionnée à une capacité de raffinage locale, le prix mondial triple en quelques jours. Ce chiffre montre que la valeur ne dépendait pas de la demande finale, mais de l'accès sécurisé à la matière. Cette hausse n'est pas une flambée spéculative classique. Elle révèle une dépendance structurelle. Un marché qui croyait disposer de fournisseurs multiples découvre qu'un point de passage décisif n'était pas substituable à court terme. Les fabricants de batteries, l'automobile électrique et les énergies renouvelables intègrent soudain un risque qu'ils n'avaient jamais modélisé comme politique mais seulement comme logistique. Puis, un second repère chiffré apparaît avec les réserves monétaires. Le 1er août 2025, 6 pays d'Afrique de l'Ouest suspendent plus de 30 milliards d'actifs en euros. Ce mouvement signale une réorientation calculée, non une fuite panique. L'effet immédiat est autant psychologique que financier. Pendant des décennies, l'euro a fonctionné comme une encre perçue comme incontournable, en réallouant une part significative de leurs réserves vers des devises asiatiques et moyen-orientales. Ces États démontrent qu'ils peuvent gérer le risque monétaire sans provoquer l'effondrement annoncé par certains analystes. Les marchés européens réagissent par nervosité, tandis que les places africaines interprètent le geste comme un apprentissage accéléré de la souveraineté financière. Enfin, un troisième repère chiffré concerne la chaîne industrielle européenne. Après la réduction des flux africains, plusieurs constructeurs automobiles allemands évoquent des risques de fermeture d'usines en quelques semaines. La rapidité de cette alerte révèle l'absence de marge de manœuvre accumulée. Il ne s'agit pas d'un incident isolé. Une industrie réputée robuste découvre que ses stocks tampons et ses alternatives logistiques sont insuffisants. Les ports de Marseille et d'Anvers, inhabituellement silencieux, deviennent des symptômes visibles d'une asymétrie inversée. L'Europe dépend désormais de décisions qu'elle ne maîtrise plus. Prises ensemble, ces trois chiffres dessinent une même logique. Le pouvoir économique ne s'est pas déplacé parce que les discours se sont durcis, mais parce que les paramètres mesurables ont changé. Les minerais deviennent des leviers. Les devises se transforment en messages stratégiques. Les chaînes logistiques agissent comme des capteurs de souveraineté. Dans ce cadre, la référence à Ibrahim Traoré prend un sens précis. Ces prises de position n'ajoutent pas de données au tableau, mais elles donnent une cohérence politique à ce que les chiffres révèlent déjà.
La liberté évoquée comme point de départ mental se traduit ici par des indicateurs concrets: prix, réserve et délais industriels. Les preuves quantitatives ferment une première dette de curiosité. Elles montrent que l'ancien équilibre reposait sur l'inertie et la prévisibilité des fournisseurs, non sur une maîtrise réelle des conditions. Pour mesurer correctement la portée du basculement, il faut d'abord présenter les critiques dans leur forme la plus rigoureuse. Deux arguments dominent les analyses sceptiques, chacun appuyé par une logique qui mérite d'être prise au sérieux. Le premier argument relève de la prudence structurelle. Selon cette lecture, les suspensions de permis, les interdictions d'exportation et les réallocations de réserves seraient des outils de négociation conjoncturelle, non les fondations d'un nouvel ordre. Les économies africaines resteraient dépendantes des revenus tirés des matières premières. Les capacités industrielles locales demeureraient insuffisantes pour absorber l'ensemble des flux. Dans cette perspective, l'Europe conserverait des leviers financiers, technologiques et réglementaires capables d'amortir le choc. Le système actuel traverserait une turbulence, mais finirait par retrouver un équilibre proche de l'ancien une fois les tensions dissipées. Le second argument met en avant le risque de dépendance nouvelle. D'autres analystes soulignent qu'un éloignement de l'Europe ne garantit pas l'autonomie. Les capitaux asiatiques, les financements du Golfe ou les technologies importées pourraient recréer des asymétries comparables sous des formes différentes. L'Afrique, dans ce scénario, remplacerait une tutelle ancienne par une tutelle émergente, moins visible mais tout aussi contraignante. Le discours de souveraineté masquerait alors une simple rotation des partenaires, sans gain structurel durable. Ces objections sont cohérentes. Pourtant, les faits observables en limitent la portée. Le triplement du prix du cobalt, la réaction immédiate des chaînes industrielles européennes et la suspension coordonnée de plus de 30 milliards d'actifs en euros indiquent autre chose qu'un geste isolé. Ils révèlent d'une capacité nouvelle à agir simultanément sur plusieurs leviers: ressources, monnaie et réglementation. Cette combinaison distingue une négociation ponctuelle d'une architecture en formation. De plus, les décisions prises par des pays au profil différent, Mali, Ghana, Namibie, Nigeria, suivent une logique commune: récupérer la valeur ajoutée et redéfinir les conditions, non rompre les échanges. Cette cohérence réduit le risque d'un simple déplacement de dépendance. Elle montre que le statu quo n'est plus le point d'équilibre, même pour ceux qui doutent encore de la profondeur du changement. Le centre de gravité a déjà basculé. Jusqu'ici, les événements pouvaient encore être interprétés comme une succession de réactions dispersées. À partir de ce point, ils forment un cadre. Les décisions africaines cessent d'apparaître comme des exceptions et deviennent des références implicites pour les négociations futures. Les acteurs extérieurs commencent à ajuster leurs attentes avant même que de nouvelles annonces ne tombent. Les marchés, sensibles aux signaux faibles, intègrent cette grammaire émergente dans leurs modèles. Les primes de risque évoluent, les calendriers d'investissement se réécrivent. La question n'est plus de savoir si l'ancien système peut être restauré, mais combien de temps il faudra pour s'adapter au nouveau. C'est ici que la figure d'Ibrahim Traoré devient un point de lecture central. Non parce qu'il imposerait une direction unique, mais parce qu'il nomme publiquement ce que d'autres pratiquent déjà. En affirmant que la liberté commence dans l'esprit, il traduit une transition psychologique décisive. Accepter que les règles soient négociables change la manière de les appliquer. Cette acceptation collective accélère le mouvement plus sûrement qu'un décret formel. À mi-parcours, une certitude s'impose. Le débat ne porte plus sur l'existence du basculement, mais sur ses conséquences concrètes, mesurables et durables. Les effets du réalignement
ne se diffuse pas de manière uniforme. Il traverse quatre sphères distinctes: État, entreprises, citoyens et équilibres régionaux, chacune révélant une facette précise du déplacement de pouvoir en cours. Du côté des États, l'impact est d'abord institutionnel. Les gouvernements récupèrent un espace décisionnel longtemps contraint par des cadres externes présentés comme techniques. La suspension de permis, l'audit de projets anciens et la redéfinition des règles d'exportation permettent de fixer des priorités sans validation préalable. Cette autonomie reste exigeante. Elle suppose une coordination étroite entre administration financière, juridique et industrielle. Là où cette cohérence progresse, l'État devient stratège. Là où elle fait défaut, les tensions internes réapparaissent. La référence à Ibrahim Traoré prend ici un sens opérationnel. La souveraineté n'est pas proclamée, elle se pratique à chaque signature et à chaque échéance. Pour les entreprises, les conséquences sont asymétriques. En Afrique, les acteurs extractifs et énergétiques font face à de nouvelles obligations: participation nationale, transformation locale, transparence contractuelle. Certaines entreprises y voient une contrainte qui réduit les marges à court terme. D'autres anticipent d'un repositionnement plus durable, fondé sur l'intégration de la chaîne de valeur et la sécurisation des relations avec les autorités locales. En Europe, l'effet est chute plus abrupte. Les industriels découvrent que leur modèle reposait sur une continuité jamais garantie. Les alertes de ralentissement dans l'automobile, l'électronique et l'énergie traduisent moins une crise conjoncturelle qu'un défaut de préparation à la négociation souveraine des fournisseurs. Pour les citoyens, les répercussions sont contrastées. Dans les grandes métropoles africaines, le mouvement suscite un sentiment de revalorisation. Les ressources, longtemps perçues comme abstraites, deviennent un enjeu public. L'idée d'une seconde indépendance économique circule, portée par la perspective d'emplois industriels et de recettes mieux captées. Dans les zones rurales, la transition c'est plus ambivalente. Les bénéfices attendus restent différés, tandis que les ajustements peuvent provoquer des tensions temporaires sur les prix ou l'emploi. Le récit de souveraineté inspire, mais il n'efface pas immédiatement les contraintes quotidiennes. À l'échelle régionale et géopolitique, le déplacement est tout aussi net. L'Europe perd son rôle d'arbitre implicite. Les États-Unis oscillent entre inquiétude et opportunité. L'Asie et le Golfe deviennent des partenaires majeurs sans imposer un cadre unique. L'Afrique n'est plus un espace à stabiliser, mais un acteur à consulter. Ce renversement oblige les institutions multilatérales à revoir leurs grilles de lecture et leurs instruments. Ces conséquences convergent vers une même conclusion: le basculement n'est pas théorique, il se mesure dans les procédures, les bilans et les perceptions. Le pouvoir s'est déplacé parce que les règles ont cessé d'être silencieuses, et cette réalité structure désormais les décisions à venir. À court et moyen terme, l'évolution du réalignement africain peut suivre trois trajectoires distinctes. Aucune n'est certaine. Chacune dépend de la capacité des États à coordonner ressources, monnaie et alliances sans rompre les équilibres internes ni provoquer de chocs incontrôlés. Le premier scénario est celui d'une consolidation prudente, souvent sous-estimée. Les gouvernements poursuivent la renégociation progressive des contrats d'extraction et de transformation. Les restrictions à l'exportation restent ciblées et réversibles. La diversification des réserves monétaires s'opère par paliers afin d'éviter une volatilité excessive. Les projets industriels avancent à capacité partielle, soutenus par des partenariats multiples. L'Europe s'adapte sans retrouver son rôle directif. Le système évolue par ajustements successifs, moins rapides que les annonces initiales, mais suffisamment cohérents pour stabiliser la transition. Le deuxième scénario est plus optimiste, fondé sur une intégration accélérée. Il suppose une coordination régionale plus lisible et plus rapide.
Les plateformes de paiement gagnent en interopérabilité. Les cadres réglementaires deviennent prévisibles, ce qui réduit l'incertitude pour les investisseurs. Les partenariats industriels privilégient la transformation locale et la montée en compétences. Dans ce contexte, les États africains négocient à partir d'une position collective plus claire. La valeur ajoutée progresse sur le continent et les partenaires extérieurs s'ajustent aux nouvelles conditions plutôt que de les contester. Le troisième scénario est plus dégradé, marqué par une fragmentation et des pressions croisées. Il apparaît si les intérêts nationaux divergent fortement. Certains pays privilégient des recettes immédiates, d'autres bloquent les flux sans alternatives industrielles prêtes. Les tensions internes ralentissent les projets de logistique. Des pressions extérieures émergent sous forme de contraintes réglementaires ou de mesures coercitives. La dépendance à de nouveaux partenaires technologiques risque alors de recréer des asymétries sous une forme différente. Face à ces trajectoires, une posture analytique s'impose. Il ne s'agit pas de prédire, mais de conditionner la lecture. Si les règles restent cohérentes, la transition gagne en crédibilité. Si elle se fragmente, l'incertitude reprend le dessus. La variable décisive ne sera pas la rhétorique, mais la continuité stratégique entre décisions économiques et objectifs politiques. Pour les professionnels, analystes, dirigeants, décideurs publics, ce moment agit comme un test stratégique. Les modèles de risque fondés sur la continuité des flux apparaissent insuffisants. Il devient nécessaire d'intégrer des variables longtemps secondaires: capacité de transformation locale, coordination réglementaire africaine et crédibilité des cadres juridiques émergents. Anticiper ces paramètres ne relèvent plus de la prospective lointaine, mais de la gestion courante. Ceux qui ajustent tôt leurs hypothèses gagnent en résilience. Ceux qui attendent subissent des ruptures qu'ils ne peuvent pas plus qualifier d'imprévues. Pour un public plus large, attentif aux dynamiques géopolitiques, l'histoire fonctionne comme un révélateur. Elle montre comment des décisions administratives, souvent invisibles, produisent des effets systémiques. La puissance ne se manifeste pas seulement par des sommets ou des alliances militaires, mais par la maîtrise des règles économiques. Cette lecture modifie la manière d'interpréter l'actualité internationale. Elle invite à regarder au-delà des déclarations et à suivre les procédures, les lois et les chiffres qui transforment la réalité. Pour les communautés africaines et la diaspora, l'impact est plus intime. Le réalignement ravive une mémoire longue faite de dépendances héritées et de marges de manœuvre limitées. Voir des États renégocier et redéfinir des cadres anciens suscite une fierté mesurée, mais aussi une exigence nouvelle. La souveraineté devient un processus à surveiller, non un slogan à célébrer. Les attentes augmentent, tout comme la responsabilité des gouvernants. Ces trois regards convergent vers un même point. Le changement oblige chacun à réapprendre sa place dans un monde où le centre de décision se déplace. Comprendre cette transition n'apporte pas de certitudes immédiates, mais offre un avantage décisif. Ne plus confondre stabilité apparente et équilibre réel. Pour que la dynamique enclenchée ne reste pas un moment isolé, une méthode s'impose. Elle ne repose ni sur l'idéologie ni sur l'urgence symbolique, mais sur une séquence d'actions déjà visibles dans les décisions récentes. L'objectif est clair: transformer un basculement politique en capacité opérationnelle durable, mesurable et ajustable. D'abord, il s'agit de formaliser la gouvernance des ressources, définir ce qui relève de minéraux stratégiques, fixer des critères de participation nationale et encadrer les exigences de transformation locale réduisent de l'arbitraire. Des audits indépendants et des calendriers explicites transforment la souveraineté en procédure, non en déclaration. Ensuite, l'attention se porte sur l'architecture monétaire. La diversification des réserves et les mécanismes de paiement alternatifs doivent être coordonnés à l'échelle régionale. Des instances
commune, capable d'évaluer les risques, d'harmoniser les règles et d'anticiper les pressions extérieures, renforce la crédibilité de ces choix sans provoquer de chocs internes. Puis viennent les partenariats industriels. Les accords avec l'Asie, le Golfe ou d'autres acteurs n'ont d'impact structurel que s'ils intègrent la transformation locale, la formation et le transfert de compétences dès la négociation. Sans ces clauses, la dépendance change de forme sans disparaître. Enfin, l'ancrage culturel et institutionnel devient décisif. Instaurer une souveraineté quotidienne suppose un contrôle parlementaire effectif, une transparence administrative et une vigilance citoyenne continue. C'est ici que la référence à Ibrahim Traoré prend toute sa portée analytique. Lorsque la liberté est décrite comme un point de départ mental, elle rappelle que chaque contrat, chaque autorisation et chaque échéance participent à l'équilibre réel du pouvoir. En suivant cette séquence, la transition gagne en stabilité. Elle devient reproductible, mesurable et, si nécessaire, réversible. La dette de curiosité ouverte plus tôt se referme ici. Le basculement est réel, mais sa durée dépendra de la discipline appliquée aux règles nouvelles. L'image qui revient n'est pas celle des marchés en panique ni des sommets officiels. Ce sont les salles discrètes évoquées plus tôt, sans décor ni caméra, où des contrats ont été relus ligne par ligne. Là, un geste apparemment banal, une clause annotée, un calendrier ajusté, un permis suspendu, a suffi à déplacer un équilibre que l'on croyait immuable. Ce motif initial donne sa cohérence à l'ensemble du récit. Avec le recul, le basculement apparaît moins comme une rupture brutale que comme une accumulation méthodique. Il n'a pas été imposé par la confrontation, mais par la maîtrise progressive des règles. Cette approche explique sa force. Elle laisse peu de place au retour en arrière, parce qu'elle transforme les habitudes avant les discours. Dans cette lecture, la figure d'Ibrahim Traoré agit comme un fil conducteur, non pour incarner une rupture héroïque, mais pour rappeler que la souveraineté commence par une disposition intérieure avant de s'inscrire dans des procédures concrètes. Ces mots résonnent moins comme un slogan que comme une discipline collective, acceptant de revoir ce qui semblait acquis. La phrase qui résume ce parcours tient en peu de mots. La dignité change la direction du monde. Elle relie les décisions techniques à leur portée humaine et rappelle que les grandes transformations naissent rarement du fracas, mais de la détermination calme de ceux qui décident que le statu quo n'est plus tenable. Ce récit ne vise pas à clore une discussion, mais à la déplacer. Le réalignement en cours n'appelle ni célébration automatique ni inquiétude réflexe. Il exige une attention nouvelle, capable de distinguer les gestes symboliques des transformations structurelles. Observer ces dynamiques avec rigueur devient une responsabilité partagée, car les décisions qui paraissent techniques aujourd'hui façonnent les équilibres de demain. Pour les lecteurs engagés, suivre cette évolution signifie accepter l'incertitude comme donnée centrale. Les repères anciens ne disparaissent pas d'un coup, mais ils cessent de fournir des garanties fiables. Comprendre les choix africains, leurs contraintes et leurs ambitions permet d'éviter les lectures simplistes et les réactions tardives. Le dialogue gagne alors en lucidité, même lorsqu'il demeure conflictuel. L'espace reste ouvert pour confronter les analyses, questionner les hypothèses et enrichir la compréhension collective. Les désaccords argumentés, les lectures critiques et les compléments d'information ne fragilisent pas le débat. Ils le rendent plus utile, plus précis et plus ancré dans le réel. Une question demeure, volontairement sans réponse définitive. Comment chacun peut-il adapter sa manière de penser l'économie mondiale dans un contexte où les fournisseurs deviennent durablement des décideurs à part entière?